Bonjour et bienvenue sur Cryptonation. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler donc un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Il y a eu ce crash donc, qui a été déclenché par deux nouvelles nous venant de Chine. Donc première nouvelle, le ban des ICO, donc les levées de fonds à l'aide de crypto-monnaies, à l'aide de tokens sont maintenant interdites en Chine. Et le deuxième ban, donc ban des plateformes d'échange, donc a priori confirmé à 90%. Donc avec les échanges maintenant qui ont par exemple BTC China, qui a donc annoncé la fermeture au 30 septembre. Donc il y a eu d'autres échanges également, d'autres échanges chinois qui ont indiqué fermer au 30 septembre. Donc la conséquence évidemment de ça a été une espèce de panique dans le marché, donc c'est assez intéressant. C'est pas pour ceux qui, qui arrivent un peu dans le marché, vous n'êtes peut-être pas habitué à ce genre de grands mouvements. Mais les cryptos sont assez habitués de ces mouvements de panique et de forte volatilité. Et quand vous avez des augmentations très fortes, très rapidement, paraboliques vers le haut, eh bien, il vous arrive également d'avoir des crashs, des dips, comme on les appelle, donc des crashs momentanés, c'est-à-dire vous avez une baisse et ensuite un rebond. Donc le rebond, il est en cours, on le voit ici, il arrive. Donc voilà, quand vous avez des augmentations absolument spectaculaires, comme on peut l'avoir dans les cryptos, il vous arrive aussi d'avoir bien des baisses qui sont aussi spectaculaires, même si on se place sur le long terme, évidemment, voilà, chaque sommet est de plus en plus haut. Donc après, à différentes échelles, c'est-à-dire que vous avez eu différentes vagues d'expansion. Et il y a deux possibilités donc, par rapport à ce que l'on voit ici. Et donc il y a la possibilité effectivement que la tendance soit intacte. Donc première possibilité, donc je vais l'écrire ici, première possibilité, on a une tendance qui soit haussière. On est dans une tendance haussière. Alors après, bon, ces termes-là ne sont pas des termes nécessairement absolument scientifiques. Parce que selon l'échelle de temps auquel vous êtes passé, vous allez peut-être voir des choses différentes. Et différentes choses vont être pertinentes pour vous. Si vous faites du day trading, vous allez peut-être voir des choses, une notion de tendance qui est différente de quelqu'un qui a une vision un peu plus long terme. Mais, quoi qu'il en soit, en tout cas, la tendance est haussière actuellement. Enfin, disons qu'elle était haussière. On était dans une tendance haussière. Et ce que l'on peut dire, c'est que la tendance est haussière jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. Donc, si vous voulez, là, on avait une tendance haussière. Ok, phase de correction, de baisse, mais on peut dire que la tendance reste un sac dans le sens où on a des larges périodes de hausse entrecoupées de courtes périodes de baisse. Donc finalement, voilà, vous avez des dips, vous avez des creux et des rebonds, mais avec une tendance qui reste, elle, haussière, qui reste intacte. Alors, la première possibilité, donc, par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est que, eh bien, business as usual, donc on avait effectivement, on a eu un dip, alors, assez particulier quand même ce dip, effectivement, parce que ce qui s'est passé ici, c'est qu'effectivement on se retrouve dans la même situation que là. Donc on a fait, parce que ici vous voyez bien que certes on a des corrections, mais on fait des creux de plus en plus hauts, d'accord, donc ça c'est les dips vraiment. Là, si vous voulez, évidemment, le creux qu'on a fait ici est plus bas que le dernier creux qu'on a fait. Bon, voilà, ceci étant dit, ça ne veut pas forcément dire qu'on est vraiment dans une tendance baissière long terme. Donc, encore une fois, on pourrait dire que voilà, on a une tendance baissière court terme si on veut, mais moi, pour les tendances, je vais parler de long terme. Donc, on est, tant qu'on n'a pas la preuve d'une continuation dans la baisse, tant qu'on n'a pas la preuve d'une continuation dans la baisse, la tendance reste intacte, la tendance reste haussière. Néanmoins, donc, dans ce scénario, vous allez avoir ici, donc après cet épisode, vous allez avoir de nouveau, en fait, vous allez avoir une ligne de support, d'accord, donc un niveau des prix contre lequel le prix va venir buter, sans le traverser, qui va venir s'établir quelque part. D'accord, quelque part par exemple par ici, et donc on va avoir une tendance haussière qui va se construire de nouveau.
ou qui va en tout cas se poursuivre. Et ça aurait été juste simplement un épisode, voilà, un épisode temporaire de forte correction. Donc ça c'est la première possibilité, premier scénario, mais on a un deuxième scénario qui est le changement de tendance. Donc dans ce cas-là, ce que l'on aurait, ce serait plusieurs mois au minimum, enfin au minimum, plusieurs semaines au minimum, plusieurs mois, et peu probablement, il est peu probable, mais ça pourrait aller jusqu'à une année entière. Alors si vous voulez avoir un exemple de tendance baissière, il faut que vous remontiez dans le temps. Donc voilà, exemple typique. Donc là, vous avez une tendance baissière ici. Donc on est en 2014, donc on a notre magnifique augmentation. Ici, donc vous avez ce qu'on appelle, ce que les analystes techniques appellent le double top. Ici, vous avez votre crash monumental. Ici, vous avez votre bounce, un rebond, un fameux rebond comme on a ici. Donc ça, les rebonds, c'est un peu la réaction, si vous voulez, épidermique du marché à des baisses qui sont totalement... des baisses extrêmes. Quand le marché devient complètement émotionnel et que vous avez de la vente panique, il est très rare, d'accord, il est très rare que vous n'ayez pas une réaction à des ventes qui sont vraiment très très dures, vraiment très importantes. Il est très rare qu'avec un épisode de vente extrêmement important, vous n'ayez pas derrière une réaction par un rebond. Généralement, voilà. De la même manière que dans une tendance haussière, vous allez avoir des corrections. Quand vous avez une baisse colossale, et même, donc, en fait, si vous êtes dans une tendance baissière, donc ici, on est vraiment là dans la tendance baissière, et donc évidemment, là, ça devient visible. Quand vous êtes ici, vous savez que vous êtes dans une tendance baissière. Quand vous êtes dans une tendance baissière, ça va pas non plus être tout le temps de la baisse, bien sûr. Vous allez avoir, en fait, des rebonds qui vont s'effectuer quand la baisse, en fait, s'accélère un peu trop. C'est-à-dire, il y a une tendance, mais quand on baisse trop d'un coup, hop, vous avez la réaction du marché, on remonte, etc. Donc, pour en revenir à ce que je voulais dire, oui, donc là, on avait l'expansion très rapide, mouvement parabolique, double top, crash, rebond, ok, et donc ça, c'est ce qu'on appelle, en anglais, le dead cat bounce, le rebond du chat mort. Donc, c'est-à-dire que c'est le dernier rebond, si vous voulez, un rebond donc, qui fait un sommet plus bas, d'accord, qui fait un premier sommet plus bas, et en fait, c'est un peu la dernière opportunité dans ces cas-là que vous avez avant une tendance baissière de pouvoir réduire votre position, c'est-à-dire vendre une partie, en tout cas, à un bon prix. Même si là on voit qu'on avait un deuxième ticket ici de sortie. Alors, évidemment ici si vous regardez les prix, ça reste des prix qui sont très faibles comparés aux prix qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça que même si on entre dans une tendance baissière, il est très probable que dans la prochaine vague, dans la prochaine expansion, de toute façon, on aille remonter au-dessus du maximum qu'on vient d'avoir. Dans l'hypothèse d'une tendance baissière. Encore une fois, c'est une hypothèse parmi d'autres. Donc voilà, donc c'est pour ça que vendre à perte est peut-être pas sûrement pas une bonne solution quand on voit la structure du marché généralement. Mais après, évidemment, je ne donne pas de conseils d'investissement. Mais par contre, donc effectivement, on pourrait avoir cette tendance baissière-là. Il y a des choses qui ont changé depuis 2014. Le nombre de personnes qui sont impliquées par le Bitcoin a changé, l'image que les gens ont du Bitcoin a changé, et une autre chose aussi, c'est que les Bitcoins sont de plus en plus rares. Puisque vous savez qu'avec les différents halvings successifs, la difficulté pour miner du Bitcoin n'a fait qu'augmenter. Donc on a une difficulté de plus en plus importante, et avec une demande qui est de plus en plus importante. Donc moins en moins d'offres et une demande qui ne fait qu'augmenter. Alors, bien sûr, là, on pourrait avoir une baisse de la demande. Mais néanmoins, c'est vrai que l'offre reste beaucoup plus limitée qu'à l'époque. Donc, et la maturité, je dirais, du marché est plus grande aussi. Donc moi, je ne pense pas qu'on aura une tendance baissière qui soit aussi longue que ce qu'on avait pu voir auparavant. Donc c'était en 2014. Je ne pense pas qu'il soit possible, si vous voulez, qu'on ait une tendance baissière qui soit aussi longue que ça. Là aussi, on a ce qu'on appelle la capitulation. Donc vous avez en fait un marché qui devient de plus en plus stable. Ça avait duré on peut dire longtemps, très longtemps, mais maintenant, il est assez peu probable, si vous voulez, qu'on se retrouve dans ce scénario pendant une durée aussi longue. Mais la possibilité d'un changement de tendance vers une tendance baissière, il peut être intéressant quand même de la considérer. Elle n'est pas forcément plus probable que la première possibilité, qui est que la tendance haussière est intacte. Voilà. Néanmoins, je préfère aussi quand même
en parler. Il ne faut pas forcément oublier cette possibilité. Idéalement, il faut essayer d'avoir un plan dans les deux circonstances. Et donc voilà, donc là on a un joli rebond qui est effectué. Maintenant la suite, on va peut-être donc soit reconstruire, continuer dans la tendance haussière, puisque moi je considère qu'elle est intacte tant qu'on n'a pas prouvé qu'on était passé dans une tendance baissière. Donc soit on va continuer dans la tendance haussière, soit on va passer sur une tendance baissière, donc ce qu'ils appellent en anglais le bear trend. Maintenant que je vous ai parlé de ça, j'aimerais vous parler de... Alors déjà des erreurs, des deux erreurs. Je vais vous parler de deux erreurs que l'on peut commettre quand on commence, souvent, en tant que débutant. C'est de, voilà, on va dire chasser les sommets. Voilà, en anglais, un chase stops. Et donc vendre en panique. Panic sell. Et en fait, c'est directement lié, évidemment. C'est directement lié à ces deux émotions que sont la fear of missing out, la peur de manquer, ce qui fait commettre la première erreur. Et la deuxième erreur, vendre en panique, c'est la peur, l'incertitude et le doute. Il faut bien comprendre quand même qu'un marché est émotionnel. C'est extrêmement émotionnel. Donc là, quand vous avez une baisse comme ça, c'est totalement... C'est lié au fait que les gens sont gouvernés par leurs émotions. Et c'est notamment, donc parfois, c'est un peu triste à dire, mais les nouveaux entrants, parce qu'ils sont là depuis dans Bitcoin depuis moins longtemps, donc ils ont moins connu justement ces variations, un peu ces montagnes russes. Et donc, quand une variation commence à être un peu négative, on prend peur et on vend. Donc ça, c'est un peu une erreur qu'on a pu un peu tous commettre à différents moments de notre parcours. Et en fait, ces événements-là font partie de la volatilité de Bitcoin. Si vous êtes investisseur à très très long terme, voilà, vous n'avez pas forcément besoin de considérer ces choses-là. Je vais présenter ensuite une méthode. Je vais présenter deux méthodes, pour gérer le risque. Okay, parce que là, en fait, ce dont on parle, ce qui fait qu'on vend en panique, pourquoi? C'est parce que souvent, on a acheté ici, on a acheté là, et on a acheté que là. Okay, parce que ceux qui ont acheté depuis l'an dernier un peu tous les mois, ils ne sont pas trop concernés par cette baisse. Okay, ils sont protégés, parce que leur prix moyen d'achat est suffisamment bas pour qu'une baisse comme celle-ci ne les impacte pas. Donc, on va parler ensuite de deux manières de gérer le risque. Une manière de gérer le risque qui concerne plutôt les investisseurs et une manière de gérer le risque qui concerne plutôt les traders. Alors, tout ça, en fait, c'est que ça vient de ma propre recherche. Je ne prétends pas être un expert ou un professeur. Ça vient de mon expérience et de ma recherche. Donc, deux erreurs, chasser les sommets et vendre en panique. Donc ça aussi, comment les éviter? Il faut essayer de garder ses émotions sous contrôle. Et repérer en soi-même la peur de manquer qui nous fait chasser les sommets et la peur panique, la panique irrationnelle, qui s'empare de nous, qui nous fait vendre sans avoir fait aucune analyse, sans avoir mené aucune réflexion, sans suivre aucun plan prédéfini à l'avance. Et se faire dominer par ses émotions amène à commettre ces deux erreurs et amène à perdre énormément d'argent. Donc, deux erreurs à éviter. Maintenant, ce qui va vous permettre aussi d'éviter ces erreurs, c'est d'avoir un plan prédéfini, un plan d'action. Voilà. Après, ça n'a pas forcément besoin d'être extrêmement formel, mais vous devez avoir une vision, c'est-à-dire que vous devez être dans cet état d'esprit où vous êtes capable d'accepter les mouvements du marché à la hausse et à la baisse. Et la manière dont vous faites ça, la manière dont vous êtes capable de faire ça, c'est en faisant notamment, donc c'est en faisant du money management, ce qu'on appelle du money management, mais en faisant ce que moi j'appelle la gestion du risque. Et il y a différentes manières de gérer le risque. Il y a une première manière, donc, qui est donc, on va parler de ça, on va parler du dollar cost average. Donc ça, c'est la manière de gérer en tant qu'investisseur, d'accord? Ça, c'est la manière dont vous allez gérer le risque en tant qu'investisseur. Vous avez une autre manière qui va être le dimensionnement de position. Et ça, c'est vrai pour l'investisseur, mais c'est aussi et surtout vrai pour le trader. Okay, parce que si vous faites du dollar cost average, vous n'avez pas vraiment besoin de faire ça. Mais bon, trader, éventuellement investisseur. Donc, comment on fait donc pour ne pas complètement paniquer et gérer un peu les mouvements du marché? Parce que beaucoup de gens pensent que faire des profits sur un marché
en tant que trader ou investisseur, c'est prédire le futur du marché. C'est pas véritablement le cas. Les traders vont faire des analyses qui vont leur donner un avantage. Dans leurs analyses, il y a quoi? Il y a l'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'analyse des sentiments du marché et l'analyse de soi-même. Ces 4 analyses vont vous permettre d'avoir un avantage par rapport à l'aléatoire pur, d'accord? Par rapport à voilà, juste faire au hasard. Okay. Ça monte, ça descend, je choisis l'un des deux au hasard. Voilà, toutes ces formes d'analyse vont vous permettre d'augmenter très légèrement la probabilité d'un scénario par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous allez augmenter très légèrement votre probabilité d'avoir raison quand vous allez construire votre scénario, qui pour vous sera le plus probable. Mais vous devez considérer les 2 scénarios, dans tous les cas. C'est-à-dire que, par exemple, ici, voilà, je considère 2 scénarios. Je considère tendance haussière intacte, je considère changement de tendance. Qu'est-ce que je fais si tendance haussière est intacte et qu'est-ce que je fais maintenant donc pour éventuellement, en prévision d'un changement de tendance. Donc, ces analyses, différents types d'analyses, vous permettent non pas de prédire, mais d'essayer de faire pencher un peu la balance en votre faveur quand vous faites des scénarios. Et vous voyez, j'aime pas les parler de prédiction, on parle en fait des scénarios. Mais le fait que ça soit des probabilités et que ça soit pas des boules de cristal, le fait qu'on n'est pas capable de prédire où va aller le marché, on n'est pas capable de deviner où ça va aller ensuite, on est simplement capable de faire des hypothèses et d'y attacher des probabilités qui sont en partie subjectives. La conséquence de ça veut dire que on va devoir faire de la gestion du risque. Il y a plusieurs manières de gérer le risque. Ça ne se résume évidemment pas à ce dont je vais vous parler ici. Notamment, je ne parle pas des stop-loss qui vont être utiles, très utiles à certains types de trading. Et voilà. Après, il y a stop-loss, il y a les mental stop-loss, donc les stop-loss que vous allez gérer vous-même, en fait, de certaines manières, qui ne sont pas automatiques, qui correspondent éventuellement à différents styles de trading et différents styles de traders, parce que tout ça également, il n'y a pas forcément de règles d'or, et ça va dépendre aussi des personnalités des gens, puisqu'on a dit qu'il y avait des émotions dans le marché, donc selon qui vous êtes également en tant que personne, vous allez devoir adapter des stratégies différentes éventuellement. Mais je vais quand même vous en parler de 2 stratégies ici, 2 manières de gérer les risques. Je pense sincèrement que si vous n'êtes pas trader, vous voulez pas vous prendre la tête, la meilleure manière de gérer le risque, c'est de faire du dollar cost average. Dollar cost average, ça veut dire vous n'allez pas acheter en une seule fois, voilà, vous n'allez pas acheter 500 000 € en une seule fois et de Bitcoin et vous arrêter complètement pendant 6 mois et les acheter par exemple ici. D'accord, vous n'allez pas faire ça. Vous allez gérer le risque en achetant petit à petit. Et si vous achetez par exemple une fois par mois ou 2 fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, donc à une fréquence régulière, une certaine somme, mathématiquement, des fois vous allez acheter effectivement dans les creux, parfois vous allez acheter dans les sommets, vous n'allez pas avoir de chance. Mais quand vous êtes dans un marché comme Bitcoin, qui a une tendance haussière, généralement, vous allez être dans une bonne situation. Les gens qui ont fait utilisent la méthode du dollar cost average, aujourd'hui, évidemment, ont un prix d'achat moyen qui est bon. Ça dépend évidemment quand est-ce que vous l'avez acheté, quand est-ce que vous avez commencé à utiliser cette méthode. Mais voilà, ça vous permet de répartir le risque, ça vous permet de gérer le risque. Et évidemment, ça suppose que vous fassiez l'hypothèse que le prix va augmenter au long terme. Ça suppose que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas besoin d'un retour immédiat. D'accord ? Ça suppose que vous êtes dans la situation où pour vous, vous êtes dans la logique de placer votre argent. Maintenant, si vous avez une tendance baissière qui va durer 1 année, évidemment que en utilisant cette méthode, pendant cette année entière, vous allez être en négatif. Donc tant que la tendance n'est pas retournée à la hausse, vous allez être en négatif. Et maintenant, évidemment, si vous croyez en Bitcoin, vous faites sûrement cette hypothèse que Bitcoin sera plus souvent en train d'augmenter que de descendre. Et si c'est le cas, eh bien ça vous permet, cette méthode-là vous permet de gérer efficacement le risque, de dégager ensuite un prix moyen d'achat qui soit intéressant. Mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours une meilleure méthode que d'acheter aveuglément, voilà, en très grande quantité à un sommet. Et c'est quelque chose qu'on peut faire si on achète en masse. On ne sait pas où est le sommet. Évidemment, quand vous étiez ici, vous ne savez pas que le sommet était là. Quand on était là, voilà, on a eu le dip ici, on ne savait pas jusqu'où... voilà, on ne pouvait pas savoir, on ne pouvait pas prédire à l'avance ce qui va se passer ensuite. Donc, une bonne manière
quand on reconnaît ce fait-là, et pour donc gérer le risque, c'est de répartir ses achats. Si vous avez acheté ici, qu'ensuite vous avez acheté ici, qu'ensuite vous avez acheté ici, 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 certes, parfois vous allez acheter des tops, enfin pas forcément l'endroit idéal, mais vous allez aussi acheter des creux. Donc voilà, au total, vous aurez de fortes chances quand même d'être dans une meilleure situation que si vous achetez en bloc. Donc ça, c'est la logique un peu, quelqu'un qui veut pas faire énormément d'analyse et qui veut juste gérer le risque. Vous avez une manière donc, qui est relativement efficace, ça s'appelle le dollar cost averaging. Maintenant, deuxième chose, dimensionnement de position. Quand vous faites, en fait, il faut savoir, ça revient en fait au fait de savoir prendre des profits si vous êtes trader. Voilà, imaginons que vous avez acheté ici. Ok. Voilà. Vous êtes ici, bah si c'est ça, ok. Vous êtes ici, vous avez fait 400% sur votre trade. Bon. Bah. Je veux dire, il est temps de prendre des profits, probablement. Donc l'idée du dimensionnement de position, c'est quoi? C'est savoir prendre des profits au fur et à mesure. Donc ce qu'on appelle scale in et scale out en anglais. Donc rentrer petit à petit. Savoir rentrer progressivement et sortir progressivement de ces positions. Même si, évidemment, si vous êtes investisseur, vous allez garder toujours une partie. Si vous êtes simplement trader, vous allez vous débarrasser parfois de certaines cryptos. Donc voilà, donc vous pouvez avoir un premier objectif, par exemple, voilà, je sais pas, à 100%, mais vous vendez pas entièrement à chaque fois, c'est ça un peu la clé. Et surtout, vous allez adapter ça effectivement en fonction de votre analyse, les fameuses 4 types d'analyse dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous les utilisez. Et vous essayez de vendre quand on est en force, hein, ce qu'on appelle vendre en force, c'est-à-dire vendre après des fortes hausses. Et quand vous commencez à avoir un mouvement parabolique, c'est là où vous pouvez commencer à vous dire, ok, je reprends 10% supplémentaire, je retire 10% supplémentaire de ma position. Alors ce qui va se passer, hein, et ça m'est arrivé, c'est que parfois vous allez vendre, voilà, par exemple ici, et là du coup effectivement, vous allez perdre la hausse qui se trouve ici. Donc c'est des choses qui arrivent, hein, mais voilà, vous allez même vendre ici si vous voulez, peut-être, ou peut-être pas, parce que ici là on est juste après, on est tendance baissière rebond, donc il est fort. Mais vous allez vendre ici par exemple, ok. Alors là évidemment vous allez perdre beaucoup, mais vous allez perdre de manière virtuelle, et donc évidemment ces techniques-là de gestion du risque, elles vont vous faire perdre du profit potentiel, mais elles vous protègent également. Il faut voir ça comme des assurances quand vous commencez à diminuer une position, et donc vous commencez à récupérer du fiat, c'est une assurance contre la baisse. Donc le dimensionnement de position à ce niveau-là, il est important. De la même manière, quand vous êtes dans une forte baisse et que vous sentez un rebond, vous pouvez commencer petit à petit à réaugmenter vos positions. Donc ça c'est ce qu'on appelle le dimensionnement de position, c'est-à-dire de ne pas complètement acheter des grosses sommes puis revendre des grosses sommes, mais savoir proportionner ses achats et ses ventes, faire en fonction de l'analyse et le faire en fonction éventuellement aussi donc de voilà, si vous avez fait 200%, voilà, peut-être qu'il est temps de commencer à prendre un peu de profit, de ne pas vendre entièrement nécessairement, puisque si la tendance est intacte, la tendance est saine, et vous croyez à la tendance, pourquoi vendre entièrement, mais vous pouvez commencer à prendre des profits partiels. Voilà, c'est les fameux profits partiels, c'est très important. Donc voilà, donc ça c'est une manière donc également de gérer le risque qui vous servira. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé. Vidéo un peu différente, mais que j'avais un peu besoin de faire par rapport à des événements des derniers jours. Et donc je te fais aussi, j'essaie de te faire, mais j'ai pas beaucoup de temps malheureusement en ce moment, mais j'essaie de te faire aussi si je le peux. Parce que si c'est 3 semaines après, ça va faire un peu trop loin, mais je vais essayer de faire aussi donc une vidéo parce que vous me l'avez demandé sur Breaking Bitcoin. Donc j'essaie de voir ce que je peux faire. Mais voilà, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.